Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir la chanteuse, autrice et compositrice Julie Zenati. Actuellement en tournée avec son nouvel album Refaire danser les fleurs, Julie est passée à l'appartement par les échecs et rebonds. Hello Julie, ça va ? Bonjour. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai découvert sur ta fiche Wikipédia que tu avais prêté ta voix à la bande-son française de Stella et les Joyaux Magiques. Et ça, pour moi, qu'on se le dise, c'est le summum du cool. On en parlait en off avant de commencer. J'avais même le sceptre et tout. D'accord, je peux signer Starla, je peux le faire. Waouh. T'as vraiment bien fait de venir. Ensemble, on va parler d'un échec enfermé dans une réussite. On a décidé, il y avait plusieurs choses sur lesquelles on se demandait un peu sur quoi on allait partir. Et puis, tu as voulu me raconter ton syndrome de l'imposteur. Et ça a tout de suite fait écho chez moi parce que c'est vraiment, je pense, le mal du siècle. On est tous concernés par ça, qu'importe son métier. Il y a encore une fois Tara qui me mange le pull. Tu es très calme face à l'adversité. Je reste très calme et je bois tes paroles. Mais toi, ne me mange pas le pull. Hein. Je peux pas te promettre quoi que ce soit. Ça peut mal finir. Bon. Raconte-moi, ça commence comment ? Ça commence par beaucoup de chance, en fait. Ça commence par une voisine de palier un jour qui tape à ma porte. Parce que, enfin pas à ma porte, à celle de mes parents, au 99 avenue de la République à Paris, et elle entend une voix traverser la cloison qui sépare son salon du salon de chez mes parents. Et elle demande qui est la voix que j'entends tout le temps. Et je lui dis c'est moi madame, et à ce moment-là j'ai 11 ans. Et puis mes parents se lient d'amitié avec cette femme qui s'appelait Danielle Molko, qui était le bras droit de Jean-Louis Folquier, qui est le créateur des Francopholies de La Rochelle. Mais c'est incroyable. Et puis le temps passe et elle m'amène avec elle voir des concerts, elle m'amène au montage des Francopholies à La Rochelle. Je pars carrément une semaine, sympa. C'est fou. Je passe vraiment des moments incroyables comme une petite souris, je regarde, je trouve ça génial. Et puis à côté de ça, l'école continue, les amours, la danse, voilà, tout ça. Putain, ça fait des années que je chante sous ma douche. Personne n'a frappé. Ça peut arriver, attention, à tout moment. Et puis elle me présente un certain Luc Plamondon que je ne connais pas. J'ai juste vu son nom sur la pochette de Starmania qui traîne à la maison. Et puis il a un accent très bizarre puisqu'évidemment il a un accent québécois. Et je comprends rien à ce qu'il me dit. En tout cas, il dit à Daniel à cette époque qu'il cherche des voix pour un spectacle qu'il allait faire dans 2 ans qui s'appellerait Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, tout ça. Moi à ce moment-là. Pardon, je te coupe, mais sûr. C'est à mon sens, c'est dans ma vision de petite fille, c'est la première comédie musicale qui remet l'accent sur les comédies musicales. Donc quand on te dit ça, je suis pas sûre que ça t'évoque encore grand-chose, quoi. Alors, ça m'évoque pas grand-chose, mais j'ai quand même déjà une culture de la comédie musicale parce que pour le coup, Starmania, ça fait partie des livrets musicaux entendus chez moi. Yentl, Barbara Streisand, Grease, évidemment, parce que amoureuse de John Travolta. Évidemment. Donc, la comédie musicale, c'est une discipline que je connais au travers de ce que je vois à la télé. J'ai jamais été voir de spectacle encore à ce moment-là de comédie musicale parce qu'en France, c'est pas la mode. Ça n'intéresse personne. On dit que ça se fait aux États-Unis, que ça se fait à Londres. On parle de West Side Story, on parle de tout ça, mais chez nous, on n'a pas trop cette culture. Et puis j'entends ça, et puis mais je me sens pas du tout concernée. Moi, je suis là, j'accompagne Daniel. Je suis un peu comme la petite nièce qui vient de province et qu'on balade comme ça. Et puis un jour, quelques mois plus tard, elle me dit on va aller dans un studio, et puis on va aller revoir le monsieur québécois que tu avais vu. Et là, donc, je re-rencontre Luc Plamondon et Richard Cochian dans un grand studio. Ils me font écouter des chansons et ils me demandent de chanter. T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 14 ans. Ok. Ouais, j'ai 14 ans. Est-ce que tu stresses à mort ou alors est-ce que t'es dans une posture où tu réalises presque pas ce qui se passe, donc ça te permet d'avoir un peu d'insouciance Je ne sais absolument pas pourquoi je suis là parce qu'on ne me le dit pas. Ok. Je ne sais pas que je suis castée, en fait. Ah.
Ça, je le sais C'est pas. mieux comme ça, Oui. non? Et puis surtout, comme moi, je n'envisageais pas ma vie comme chanteuse, c'est-à-dire que pour moi, c'était pas un métier, c'était un kiff. Mon père joue du piano, tout le monde chante chez moi, mais c'est du plaisir. Mes parents, ils ont un vrai travail. Moi, j'avais l'intention de faire des études. C'était vraiment du plaisir, mais c'était pas, il y avait pas de projection là-dedans. En plus, c'était pas trop la mode des enfants qui chantent finalement à mon époque. Il y avait pas The Voice, il y avait pas tout ça, donc finalement, c'est pas la culture. Et puis, mais je suis contente, je me retrouve dans un grand studio. Il y a un mec qui joue super bien du piano, qui s'appelle Richard Cochiante, et qui est pas mal. Et puis il fait comme mon père à la maison, il joue du piano et moi je chante. Donc, je dis ok, je le fais quoi. Et puis voilà, se passe comme ça quelques mois. J'y vais vraiment sans savoir ce pourquoi j'y vais. C'est énorme. Et puis 6 mois se passent, je vois passer des gens. Alors, pas des petites blondes, je vois des brunes, je vois des hommes, etc. Et puis donc, je vois l'audition de certains finalement qui finiront par être mes collègues de Notre-Dame de Paris. Parce que moi, je fais un peu partie de la famille. C'est Julie, après les cours, elle va venir jeudi, elle va chanter un peu. Sympa. Ils voulaient voir en fait si j'allais pas muer. C'était ça leur grande inquiétude. Et puis au bout de 6 mois, ils me disent on va monter le spectacle qui s'appellera Notre-Dame de Paris. Tu joueras le rôle de Fleur de Lys. Mais alors, pour moi, c'était loin. Ça me fout des frissons. C'était dans un an. Donc, je me rends pas compte de tout ça. Et puis, je continue. J'imagine qu'on n'imagine pas l'ampleur non plus du tout, quoi. Mais parce pas du que tout. déjà, faire un spectacle, c'est génial. Ouais. Mais c'est impossible de s'imaginer et de Que ça va visualiser. devenir ce que ça devient. Ouais. Et puis, 1 an plus tard, les répétitions commencent. Et là, commence à s'installer, je commence à perdre une forme peut-être de naïveté au moment où j'entre dans le projet. Ok. Parce que tout d'un coup, je me rends compte de la grosseur de l'histoire. Je vois la grande salle du Palais des Congrès qui peut contenir 4000 personnes, les enjeux autour, le stress autour. La trouille, quoi. Et ce qu'on te demande, et surtout les autres artistes qui sont là et qui ont ou déjà fait des choses, ou en tout cas, leur métier, c'est chanteur, ce qui n'est pas mon cas. Moi, mon métier, c'est lycéenne, en fait. Ouais, de ouf. C'est ça, mon métier. T'es même pas encore adulte. Ah, mais je suis pas adulte, j'ai encore une carte orange. Ouais. Pour moi, il est inconcevable de pas partir au camping en août avec mes potes plutôt que de rester enfermé au Palais des Congrès. Enfin, je veux pas mettre de robe parce que je trouve que j'ai de trop grosses fesses. C'est un truc de ouf parce que moi, je me souviens petite d'avoir plein de posters de jeunes stars. Moi, je suis typiquement période Alizée, Laurie, tu vois. Ouais. Et maintenant que j'ai franchi ce cap et que j'ai 30 ans, je me dis c'est incroyable ce qu'on leur demandait comme responsabilité d'adultes, alors que c'était des enfants, quoi. Et puis faire des choix. Et là, je pense que a commencé à s'installer de manière très insidieuse, justement, le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que je voyais tous ces gens qui jouaient leur carrière. Ouais. Moi, j'étais là un peu en touriste. Et puis, en plus, avec une grande timidité, en fait, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que toutes les répétitions de Notre-Dame de Paris, moi, je les ai faites non pas sur la scène du Palais des Congrès, je les ai faites au sous-sol du Palais des Congrès. Mais non. Avec un coach, enfin l'assistant metteur en scène, parce que je ne voulais pas monter sur scène. J'avais honte. Ah ouais, c'est mal parti quand c'est mal barré. La vache. Et je ne sais pas par quel miracle on ne me vire pas, parce que vraiment je ne fais pas un filage. Je ne monte pas sur scène. Et puis t'as vraiment un rôle clé dans... En tout cas, on n'est que 7 personnages, donc s'il en manque un, c'est un peu ballot. Ouais, et puis nous, petites, Enfin, petite, on n'a pas tant de différence que ça, toi et moi, mais on te regardait, t'étais un petit peu celle à laquelle, tu vois, on j'étais la plus jeune, bien sûr. Ouais. Et donc, je ne fais aucune répétition avec les autres personnes de la troupe. Et finalement, dernier filage avant couturière, là, Luc, Richard me disent « Julie, là, il faut que tu montes sur scène, en fait. Il faut qu'on voit. » Ouais. Donc là, je me décide finalement à y aller. Mais la seule possibilité pour que je puisse monter sur scène, c'est qu'on ne me voit pas. Ok. Alors, ils ont décidé, dans mon solo, qui s'appelait La Monture, de descendre un tulle et qu'on ne voit que mon ombre. C'est pas vrai. La mise en scène, c'est ça. Mais au départ, normalement, j'étais en bord de scène avec une chaise.
Et j'étais en mode masturbation devant 4000 personnes, quoi, puisque la chanson, c'est ça. Putain. Et ils acceptent qu'on fasse ça. Donc, on crée toute une mise en scène comme ça. Et en fait, c'est là où, finalement, le début de mon personnage le construit. Ça devient une forteresse, hein, c'est-à-dire que je me rends compte de tout ce qui se passe, je le regarde avec beaucoup de distance, je vois les gens qui attendent devant le Palais des Congrès, qui nous appellent par nos prénoms pour nous demander des signatures, on gagne des victoires de la musique, les salles sont combles, les gens se lèvent à la fin du spectacle. Toi, tu sais pas encore parfaitement qui t'es. Je ne sais pas qui je suis. Mais les gens te connaissent déjà, enfin, tu vois. Ils me connaissent, ils m'admirent. Ouais. Et comme ils veulent me ressembler. Et moi, j'ai même pas passé mon bac. Je suis hyper mal à l'aise avec cette position. Et en plus, moi, ma culture musicale au départ, elle est pas hyper variété. Donc, je n'ose même pas dire à mes potes qu'une des chanteuses de Notre-Dame de Paris, c'est moi. Ah ouais. Parce qu'en fait, moi, au départ, je vais dans des soirées hip-hop. C'est drôle. J'écoute le Wu-Tang Clan, je pose sur des mixtapes. Enfin, je fais pas. Enfin, la grande variété, c'est un truc. C'est un peu la honte, quoi. Bah ouais, bien sûr. En tout cas, à mon époque. Bah non, mais même moi aussi. En vrai, quand tu te construis, maintenant, je me suis détachée de ça, mais pendant de nombreuses années, être cool, c'était chercher la musique que personne connaît. Enfin, mais tout à fait, c'est complètement très ça. lié à la construction. Mais bien sûr. Et donc, j'avais ce double personnage. En même temps, je kiffais aller chanter des grandes chansons avec plein de notes. Ouais. J'adorais évidemment que les gens applaudissent et tout, mais je le montrais pas trop. Parce que, déjà, je crois que j'avais peur de changer et de me perdre, comme je savais pas encore bien qui j'étais. Et puis, il y avait quand même ce truc où je me sentais pas légitime du tout. Je me disais, mais en fait, il y a probablement 1 milliard de petites blondes qui ont 4 octaves comme moi, qui attendent derrière et qui auraient bien voulu être à ma place. Mais elles avaient décidé que ça serait leur métier. Moi, un jour, on m'a juste dit que je chantais bien et que j'avais peut-être un don. Mais à quel moment, en fait, c'est légitime la place que j'ai là aux côtés d'Hélène Ségara. Alors Garou, il était un peu dans la même configuration que moi, parce que finalement Garou, lui, sortait d'un bar, il avait encore jamais chanté. Ouais. Alors je savais que c'était son premier. C'était son premier. Et puis, est-ce qu'il aurait fait ça dans la vie? Je suis pas tout à fait sûre. Et mais Bruno Pelletier qui avait fait Starmania, Daniel Lavoie qui avait fait Ilsem, enfin voilà tous ces artistes là qui avaient déjà une carrière et puis moi au milieu de tout ça qui était un peu pas perdu mais qui devait trouver une place et devait se construire un personnage parce que je savais pas bien qui j'étais et puis ce monde-là me faisait un peu peur. Et puis je pense que c'était assez facile d'oublier que dans le fond, t'étais une adolescente parce que physiquement, tu faisais plus grande. Oui, bien sûr. Et je faisais tout pour paraître plus grande. Ouais. C'est vrai que c'était... je me maquillais, je m'habillais en fille et tout. Et puis je sortais du Palais des Congrès et puis je remettais mes vieux harnais, mon baggy et mon Lady Soul, quoi. Enfin, ton sac qui descend voilà, en fesses. Voilà, c'est ça. Et c'était très bizarre cette double personnalité à devoir gérer. Et puis quand on me demandait quand je rencontrais des gens dans des soirées parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on voyait très peu mon visage. Et moi je ne faisais pas de promo, c'était le deal, ce qu'on avait décidé avec mes parents, c'était j'allais sur scène, je jouais le rôle de Fleur de Lys, mais par contre je ne faisais pas de télé, tout ça parce que moi j'allais au lycée encore à ce moment-là. Ouais, c'était pour protéger un peu mon environnement, mon adolescence, etc. C'est donc bien de la part de tes parents parce que c'est facile aussi de projeter beaucoup ses rêves, bien sûr, dans ce que fait son enfant. Et là-dessus, ils m'ont vachement protégée, mais quelque part, du coup, ils ont accentué aussi cette espèce de double vie et puis renforcé ce syndrome de l'imposteur parce que tout d'un coup, j'étais une voix, mais j'étais personne. Ouais. Et puis, la promo, c'était aussi c'est aussi une façon d'asseoir son travail. Bien sûr. Donc là, c'est vrai que j'avais parfois le sentiment d'être un peu un objet au milieu de tout ça. Ah ouais. Et il fallait quand même, du coup, affirmer une personnalité. Donc, je pouvais avoir un caractère assez trempé. Et non pas parce que j'avais pris le melon, mais parce que je me débattais et avec moi, avec cette posture, avec ce succès. Et puis, avec ce syndrome de l'imposteur, mais et en même temps, cette légitimité que je cherchais au travers d'autre chose que le don finalement qui m'a été offert par
par ma famille quelque part. Ça, c'est fou que t'aies pas cherché justement à accentuer dans le regard des autres le fait que tu étais une bonne chanteuse, mais plutôt que tu faisais tout le contraire. Oui, je faisais tout le contraire. C'est très étonnant. Oui. Mais je pense que c'était un mécanisme de défense. Enfin, plusieurs fois, on m'a viré, plusieurs fois de Notre-Dame. Pas longtemps, parce qu'après, ils avaient besoin de moi. Bah ouais, parce qu'il y avait des trucs, j'étais pas... je me souviens d'une grosse embrouille avec l'habilleuse. Ok. Quand ils créent les costumes. Donc, je suis encore pas montée sur scène. Hein. Donc, vraiment, on pouvait vraiment croire que j'avais grande confiance en moi. Je suis encore au sous-sol, moi, du Palais des Congrès. J'ai pas encore monté l'étage. Au sens propre, au sens figuré. Voilà. Et donc là, on rencontre la costumière, etc. Et elle me fait une espèce de robe empire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, à 16 ans, on a les hormones au taquet. Donc, c'est pas une poitrine que j'ai, c'est 2 obus. Que évidemment, quand t'es pas en période de boulimie, t'es en période d'anorexie. Mais moi, j'étais plutôt en période de boulimie, donc j'étais tout le temps en train de manger, avec le stress encore plus. Bref, tu te sens moche. T'as une tête qui est toujours plus grosse que ton corps. Enfin, et donc t'as beaucoup de mal à t'appréhender face au miroir. Et là, elle me propose une robe empire. Donc bien sous la poitrine, avec des épaulettes qui te sanglent bien les bras, les cheveux super tirés. C'est au moment où évidemment, là moi j'avais pas d'acné, c'était ma chance, mais le moment où tu fais tout pour cacher ton visage. Et puis moi j'avais un énorme complexe sur mes mollets. Évidemment, robe sous le genou, robe de vieille plissée. Alors là, on était au maximum de la beauté. Ah ouais. Et là, j'essaye ce truc et vraiment, je ressemble à rien. Et je lui dis, mais au lieu de lui dire gentiment, excuse-moi, mais vraiment, je trouve que je suis moche. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi, t'as cru que j'allais porter cette merde? Tout commence comme ça. La crise d'ado, quoi. Tout de suite en frontal. C'est-à-dire que ce que je fais pas chez moi avec mes parents, je le fais à l'extérieur, quoi. Donc forcément, tout de suite, ça crée un petit froid. Ouais, bien sûr. Et là, ils pensent, la production, tout le monde pense que je suis complètement ingérable, en fait. Et puis finalement, j'ai cette chance-là, c'est que tout autour de moi sont des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui comprennent en fait que je suis une enfant et que je me débat avec moi, avec tout ça, et que il va falloir m'aider à passer le cap, ou alors il va falloir en trouver une autre. Mais ils avaient envie de me garder. Ok, ah oui, donc il y a eu des moments effectivement de friction comme ça, logique quoi. Mais même des moments où moi je suis partie 2 heures avant le spectacle, je dis non mais je m'en vais. Oh, la vache, comment est-ce qu'on fait quand on part 2 heures avant? Ils font comment? Ils te rappellent et ils appellent tes parents parce que je suis mineure, moi, à ce moment-là. Ah, bah ouais. Donc, mais elle est où, Julie? Pourquoi? Et en fait, tout d'un coup, je me sentais pas bien. Mais en fait, tout ça, c'était, je ne trouvais pas ma place et surtout, vraiment, je ne me sentais pas légitime. Je trouvais que j'avais beaucoup trop de chance. Je trouvais pas ça juste. Donc c'était écrasant en fait. Très écrasant. Tout d'un coup, de ressentir la pression qui est évidemment liée à cette grosse machine, d'en être un des rouages, de pas accepter d'être dans un système, mais en même temps d'être dans un système, mais de pas comprendre comment ça fonctionne. Et puis tout de suite être exposé, alors que c'est un moment où tu t'aimes pas, c'est un moment où t'as pas trop envie qu'on te regarde, et en fait tout le monde te regarde. Ouais, c'est vrai ça. C'est fou comme on oublie ce moment-là. Mais 16 ans, c'est pas marrant. Mais le corps change tellement de proportions en permanence, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et l'humeur, c'est fou. Ouais. C'est complètement dingue. Et puis moi, je voyais, en plus, là où vraiment je me sentais pas à ma place, et pour moi c'est un échec aussi de ne pas avoir réussi à prendre la même distance que j'ai pu prendre par rapport au succès, la prendre par rapport à moi et les autres qui m'entouraient. C'est que pour eux ça devait être hyper douloureux, parce qu'en fait finalement c'était une souffrance. J'adorais chanter, mais tout ce qu'il y avait autour pour moi était une souffrance. Et ça aurait pu te dégoûter d'ailleurs de ce métier-là. Oui, bien sûr, ça aurait pu. Et puis finalement, j'ai grandi avec ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a poursuivi ensuite par la suite. Aujourd'hui, après 8 albums, je deviens productrice. J'aurais pu l'être probablement bien avant. Mais jusqu'à maintenant, je ne me sentais pas légitime. Ah ouais. Mais tout comme dire que je suis auteure et compositrice, alors que j'ai écrit Si je m'en sors, qui est ma première chanson. Mais personne ne le sait vraiment. Et comment tu... explique ça, quels sont les mots que tu mets là-dessus? Parce que moi, je n'ai pas le moindre doute quand je te regarde, tu vois. Qu'est-ce qui explique le fait que toi, tu en as encore? Je pense qu'on a posé probablement un regard
et on m'a donné une place probablement trop vite, trop tôt, et que comme j'ai eu cette chance de ne pas me battre pour avoir cette place de chanteuse et d'être reconnue comme une voix, par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à imposer des choses qui me semblaient être moi. Ah, mais ouais. En fait, c'est chiant de batailler et d'y aller à un rythme un peu plus lent. Oui. Mais finalement, c'est ce qui te construit. Ouais, de ouf. C'est très formateur et ça te permet aussi de dire, ok, je ne vais pas exister. Ensuite, quand tout ça s'est adouci, forcément, je ne me suis sentie exister qu'au travers du regard de l'autre et pas forcément en pleine conscience de ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Donc ça a toujours créé beaucoup de luttes à chaque fois, à chaque sortie d'album, à chaque moment de scène, beaucoup de luttes entre est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ou est-ce que c'est la place qu'on m'a donnée qui veut ça. Ok. Et c'est étonnant parce que tu vois quand on brainstormait tout à l'heure sur quelle histoire tu allais raconter, toi tu viens en mettant sur la table un succès. Ouais. Et donc c'est très déroutant par rapport à mon thème. Et en fait, quand on détricote la chose, on se rend compte que derrière chaque succès, il y a beaucoup de nuances et que ça crée par ailleurs parfois presque... Mais c'est un échec de l'être humain. Enfin ouais, il y a un truc comme si ton cerveau était d'accord et tu vois. Bien sûr. C'est fou. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un succès. En fait, ma voix a eu son succès. Ouais. Mais moi, ça a été mon échec. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma voix est devenue comme ma malédiction. Putain, la pression, du coup, à chaque album, quoi. Jusqu'à ce que je me débatte au milieu finalement de moi, parce que tout ça, c'est ça, et que je me défasse du regard de l'autre, et j'accepte aussi de me défaire probablement de codes que j'avais empruntés parce que je savais pas trop comment gérer tout ça. Mais tu penses que c'est la raison aussi du fait d'avoir fait 8 albums parce que c'est beaucoup? Oui. Tu penses que c'est ce besoin de produire et de continuer à apprendre par toi-même qui a fait que tu as été très productive? Oui, je pense. Oui, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup écrit, mais j'ai mis beaucoup de temps à dire en fait je suis une auteure et une compositrice. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à dire mes spectacles je les ai écrits, j'ai mis beaucoup de temps à dire mes pochettes je les fais. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps et même encore maintenant, on pense que je suis juste une voix. Et en fait, aujourd'hui, à 40 ans, parce que c'est l'âge que j'ai besoin de dire non, en fait, moi, je suis un artisan. Je suis Stella. Je suis Stella et j'ai un sceptre magique. Et ça. Non, c'est-à-dire que je suis un vrai artisan. Ouais. Et il a fallu que je me défasse de cette image un peu du glamour, du showbiz, de cette petite chose qu'on pose à un endroit et qui chante très fort et très bien. Pour dire, moi, je mets les mains dans le cambouis et j'y vais, quoi. Et qu'est-ce qui t'a permis de te défaire? Alors, le fait justement de toucher un peu à tout, j'imagine, mais qu'est-ce qui aujourd'hui te fait dire ok, ça c'est les conseils que... Non, c'est pas une phrase très très française. L'échec d'un album. Je vois où tu veux en venir. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, c'est ça. Ah, c'est ça. L'échec d'un album m'a permise, qui s'appelait Plus de Diva. Ok. Qui est vraiment un album très particulier parce qu'il est tout autour de la Calas, etc. Et justement, c'est un album où je reprends ma posture uniquement de voix. Ok. Donc finalement, comme ce que j'ai fait au début, quand je suis devenue Fleur de Lys de Notre-Dame de Paris. Quoi. Et à ce moment-là, je veux utiliser ma voix et l'artiste que je suis uniquement comme un instrument et non pas comme autre chose que ça. Et en fait, quand on écoute ce disque, et c'est assez étrange, même toute l'imagerie qui s'en dégage, on est au bout d'un personnage. Ouais, c'est pas toi. C'est absolument pas moi. Et c'est vraiment le suicide d'un personnage. C'est vraiment la fin d'un cycle. Cet album-là, c'est la fin. Et c'est le moment où l'album ne marche pas. Le public n'en veut pas. Ma maison de disques commence à me regarder un peu du coin de l'œil. On commence à se demander si je suis pas un peu has-been. Et à ce moment-là, ta maison de disques. Voilà, commence à se dire bon bah ça y est, elle est has-been, elle a fait son temps, ça fait, je sais pas, cet album, je crois que c'est 2010. Donc ça faisait déjà 12 ou 13 ans. Ok. Et ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais là je sens le regard changer.
Et en fait, jusqu'à maintenant, je ne vivais que du regard de l'autre. Et c'est à ce moment-là que, avant même qu'on me dise au revoir, je décide de quitter la maison de disques. Ok. Parce que je préfère quitter qu'être quittée. C'est-à-dire, c'est la finalement première décision assez forte que je prends pour ma carrière. Ouais. Et puis, je me pose cette question de, ok, est-ce que c'était un coup de chance et puis il y aura rien après, ou est-ce que la musique va revenir à moi? Tu te rends compte, après 10 ans de carrière, on se dit encore ça, quoi. Ah, mais à chaque album, on se dit ça. Ouais, c'est ouf. Et ça a été la première étape vers finalement le moment où je m'approprie le succès de Notre-Dame pour la première fois. Ok. Alors qu'avant, c'était pas mon succès, j'en faisais pas partie. J'étais là, mais bon, moi, j'étais un peu une imposture. Et c'est la première fois où, en fait, je me réapproprie tout ça. Enfin, je m'approprie tout ça parce qu'en fait, je me le suis jamais approprié avant ça. Et comment tu fais après cet abandon de maison de disques? Est-ce que tu décides de l'autoproduire? Comment ça se passe? Je me demande si c'est toujours mon métier. Okay. En fait, je me demande si c'est un métier. Mais alors là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas fait d'études, que j'ai pas de diplôme à montrer à qui que ce soit. En fait, je sais pas comment on fait. Donc, je fais ce que je sais faire, des chansons. Je laisse passer du temps. À ce moment-là, je suis encore en tournée, donc c'est assez bizarre. Okay, c'est-à-dire que sur scène, voilà, il y a des gens dans la salle, les gens applaudissent, je chante mes chansons, puis je rentre chez moi. En fait, je sais même pas si je vais refaire un disque. Bah, ça doit te sécuriser de te dire que tu que des gens sont là, gagner ta vie et qu'il y a des gens qui sont là. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, je décide d'autoproduire un premier truc qui est un live. Et puis, pour voir si les gens sont là. Et en fait, les gens répondent présents. Et puis, je continue à tirer un peu le fil. Ça prend 4 ans. Ok. Pendant 4 ans, j'observe, j'essaye d'apprendre mon métier, en fait. Je vois des gens avec qui j'ai travaillé en maison de disques, qui m'expliquent des trucs. Puis, en fait, je me fais mon apprentissage, ma formation. Et c'est trop bien de parler aussi de temporalité parce qu'on a l'impression que tout va tellement vite. Et comme ça a commencé très vite pour toi, ça fait rêver. Oui, bien sûr. Ouais. Quand on entend ça. Et c'est cool aussi de se dire, ben non, en fait, il y a des trucs qui prennent du temps. Et bien puis, réapprendre, ça prend encore plus de temps. Encore plus de temps. Évidemment. Apprendre et puis apprivoiser aussi tout ça, parce que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du jeu. Et puis je pense qu'on n'obtient pas la même satisfaction quand c'est toi qui va qui arrive à te regarder de façon juste pour pouvoir ensuite être regardé le plus justement possible. Et puis là, de comprendre et concevoir de façon beaucoup plus globale ton projet et d'être hyper active de ce projet-là, ça doit te donner une confiance en toi de dingue. Et c'est surtout que ça permet aujourd'hui, pour moi en tout cas, d'avoir le sentiment de ne plus être un objet sur une table. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le fait d'être vraiment un artisan de mon métier, de commencer avec mon piano, avec ma feuille, et d'aller jusqu'à la colorimétrie d'une pochette, j'ai l'impression que je fais un vrai métier. En fait, pour moi, juste chanter, je considérais pas ça comme un métier. Et c'est là où l'imposture, elle commence. En fait, juste, j'ai de la chance parce que je chante bien. Enfin, c'est fou quand même. C'est presque comme les nanas qui sont belles et qui, d'un coup, on les repère dans la rue, elles deviennent mannequins et voilà. Mais pareil, ça n'a pas été non, il n'y a pas eu d'appel à ce sujet. Très étrange. Tu sais que c'est la honte quand on y pense. Mais c'est véridique. Moi, j'avais vraiment ce rêve d'être star, petite. Alors, je savais pas trop dans quoi, mais en tout cas, star. Ouais. Et quand j'allais rendre visite à mon père, parce que j'habitais à Nantes à ce moment-là, et quand j'allais lui rendre visite, il m'avait fait découvrir Colette. Et il y avait tout le temps des personnalités là-bas. Ouais. Et je faisais tout le tour de la rue plusieurs fois, de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ouais. Je passais devant Colette et je me disais, si je monte mon meilleur profil, peut-être que et ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est tellement joli en même temps. C'est Mimi, ouais. Oui, quand du coup, si ça t'était arrivé, c'est que tu l'aurais voulu. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, peut-être. Finalement. Bon, la loi de l'attraction avait donc ses limites. Voilà. Mais ça, c'est que c'était pas ton destin. Non, c'était pas mon destin. C'est drôle quand on y repense. Oui, c'est marrant. Mais c'est vrai, mais aujourd'hui,
Parce que c'est vrai, on est un petit peu plus jeune, mais moi, le mot star, ça n'existait pas dans. Ah ouais? Non. Ouais, t'avais vraiment pas ça en tête, quoi. Bah non, et puis on n'avait pas d'exemple, finalement. Moi, il y avait quoi? Mélodie? Il y a pas que les grands. Toi, en qui fait, t'étais rêvent. entre deux trucs, parce que ma mère avait tous les yéyés, tu vois, les France Gall et tout. Toi, t'étais entre les deux, et moi, le coup d'Alizée et de Laurie, ça m'a un peu fait rêver. Mais on est déjà en 2002, 2003. Ouais, facile. Un truc comme ça. Moi, c'est 98. Ouais. Donc là, à part... c'est les stickers Panini de footballeurs, quoi. Ouais, c'est Zidane, quoi. Mais donc, c'est moins ton domaine. Voilà, c'est un peu moins mon domaine, mais bon, quand même, hein, j'ai croisé beaucoup de footballeurs, du coup, hein, parce que tout le monde venait voir Notre-Dame de Paris. Ouais, du coup, ouais. Mais oui, c'est assez étrange comme en apparence comme on peut vivre en apparence un succès et en fait en off un échec. Parce que pour moi, c'est un vrai échec de pas avoir finalement osé apprendre au moment, parce que tout ça, j'aurais pu l'appréhender complètement différemment et probablement avec beaucoup plus de légèreté, et de kiff, en fait. Ouais, juste profiter de l'instant présent. Quoi. Profiter de ce moment-là. Ce qui a été ensuite un vrai handicap qui s'est répété comme ça à chaque fois. C'est-à-dire que il y avait un succès, je reçois mon premier disque d'or et je me dis mais comment je vais faire après là si j'ai un disque d'or, faut que je fasse plus. Oh, la pression de malade. Tout était tout le temps une pression en fait. Et ça sans défaire, c'est assez difficile. Je pense que la clé dans ton histoire, c'est vraiment d'être à toutes les étapes de fabrication et on prend d'autant plus conscience du travail qu'il y a derrière. Et donc, j'imagine que, comme tu le dis, on franchit les étapes de façon plus lente et donc on prend plus le temps aussi d'en profiter. D'observer et de trouver sa place à chaque étape. C'est vrai que... Ouais, le cerveau analyse et capte enfin là où il est. Oui, et puis accepte des choses et en refuse d'autres. Mais moi, du coup, mon cerveau était complètement fermé et je refusais tout. Je refusais cette place de grande chanteuse quand on me comparait à d'autres chanteuses extrêmement connues que j'admirais en plus. J'esquissais même pas un sourire. Ah ouais. Parce que pour moi, c'était trop en fait. Ouais, c'était écrasant. Ah, c'était écrasant. Eh ben... Comme quoi, vraiment, n'essayez pas de vous comparer aux autres parce qu'on ne sait jamais ce que vivent les autres. C'est vrai. Hein. Non, on sait pas. Et puis, en plus, il y a un endroit, en plus de cette imposture-là, où on se dit, non, mais t'as pas le droit de te plaindre. T'as quand même vachement de chance. Donc, il faut pas te plaindre en plus. Tu vas pas en plus en rajouter. Et comment ça se passait avec tes copines? Mes copines, j'avais quelques copines qui venaient avec moi beaucoup sur Notre-Dame. Ça me permettait de rester dans mon univers d'ado, en fait. J'en ai même une qui est venue avec moi, enfin deux qui sont venues avec moi quand j'ai été vivre au Canada. Parce que pour Notre-Dame, à un moment, on a vécu 4 mois au Canada. Mais sinon, je me suis coupée de beaucoup, beaucoup d'amis que j'ai retrouvés quelques années après. Tant mieux. Mais en fait, qui ont toujours été là, mais qui ont accepté le fait qu'en plus, il y avait un décalage. Moi, je gagnais de l'argent. Elles étaient à la fac. Moi, je pouvais plus... Tu traînais avec des adultes avec aussi, des adultes. Je ne pouvais plus partir en camping parce que, à un moment, les gens me reconnaissaient et ça y est, c'était plié. C'est-à-dire que c'était pas... Et puis, Notre-Dame, ça a créé une vraie fan attitude. Donc, c'est pas juste les gens, ils vous regardent, ils vous font coucou. C'est pas ça. C'est... À un moment, tu sors plus dans la rue. À un moment, tu ne prends que des taxis. À un moment, c'est plus du tout la même chose. C'est à mon époque la fan attitude. Il y avait pas de réseaux sociaux. Faut pas donc il y avait pas d'intimité avec les gens qu'on aime. On voyait pas les photos de chez eux, de leur famille pas maquillée, etc. Donc ça on projetait une aura. C'était un truc un peu fou quoi. Et en fait, on se retrouvait sur des couves de magazines, on vous avait volé des photos quand vous étiez dans la rue, en fait. Enfin, c'est-à-dire que le voici du lundi matin, c'était la barre au ventre parce que j'avais peur d'y être. Et les matins où j'y étais, je sortais pas de chez moi pendant 4 jours, quoi. J'attendais que le lundi d'après sorte autre chose et qu'on ait oublié. Putain.
Et on parlait pas de santé mentale à l'époque comme Non. on en parle aujourd'hui. On t'a Non. épaulé dans le métier. Est-ce que déjà t'as osé en parler autour de toi, tu vois? Non, j'en parlais pas non, parce que j'en avais pas conscience. Moi, j'avais l'impression que j'étais juste quelqu'un de fort. En fait, t'étais trop jeune pour analyser ça. Ouais, j'analysais pas ça du tout, mais j'étais quelqu'un de fort. Oui, bon, je pleure tous les matins sous ma douche, voilà. comme tout le monde. Mais comme tout le monde, finalement, c'est normal, et c'est pour ça que j'écris si je m'en sors pour commencer. Mais bon, j'avoue que c'est pour une psy, c'est très intéressant. C'est sûr, ça c'est sympa. Non, à ce moment-là, je me rends pas compte. Par contre, je me rends compte que je suis dure. Ouais. Ça, je le vois. Mais ça me dépasse. Ça, franchement, ça me dépasse. Bah, c'est beau de voir tout le travail que tu as fait depuis pour déconstruire en fait tout ça. Et j'imagine qu'on se sent tellement plus aligné et donc serein avec soi-même quand on arrive enfin à trouver qui on est et à le retranscrire dans son travail. Puis quand on s'aime plus. C'est-à-dire que vraiment la notion qui est une notion finalement hyper récente, on entend des gens qui osent dire en ce moment je ne m'aime pas ou c'est étrange comme moi à mon époque déjà on disait pas ce genre de truc là hein. Et puis oui, moi à ce moment-là j'aimais pas la personne que j'étais, j'aimais pas j'aimais, et pourtant qu'est-ce que j'aime chanter et qu'est-ce que j'aimais chanter. Heureusement ça t'a pas dégoûté parce que ça aurait pu aussi. Mais j'aimais trop chanter, j'ai toujours dit j'aime chanter mais j'aime pas mon métier. C'est maintenant c'est bon. Maintenant, c'est bon parce que j'en ai réinventé les codes et les règles et que j'ai 40 ans et que la pression qu'on met sur moi n'est absolument plus la même. Du moment où tu deviens ton propre producteur, tu te la mets tout seul. Tout seul. C'est pas plus serein pour autant, à mon avis. C'est un autre truc. Ouais. Mais tu te sens, t'as plus épisode sur l'entrepreneuriat. Voilà. Mais t'as l'impression quand même que t'es pas toujours à la merci de l'envie, du regard de l'autre. Vrai. Surtout en tant que femme, on est vite objectifié. Donc. Bien sûr. Donc c'est sûr que c'est un métier qui parfois peut faire beaucoup de mal à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vraiment vous n'existez qu'au travers du regard de l'autre, c'est comme dans des relations toxiques en amour. Et moi, je vivais quelque chose de toxique avec mon métier en fait au départ. Ouais, t'as rompu et tu t'es trouvé un un peu plus sain. Un peu plus cool, un peu plus sain. Bravo. Merci. Bah écoute, c'était vraiment passionnant. Ça remet un peu les pendules à l'heure, tu vois, en quelque sorte. J'aurais aimé que la moi de 13 ans qui fait le tour de Colette entendre ça parce que moi ma vision des choses c'était ce fameux voici que j'achetais et qui te filait la boule au ventre et c'est il y a une telle il y a un tel fossé entre ce qu'on projette sur nos personnalités préférées, la réalité c'est fou et c'est passionnant. Donc, merci beaucoup. Et puis ça me fait plaisir aussi de voir là où tu es, le chemin que tu as parcouru mais c'est hyper sain en fait, la façon dont tu as réinventé tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.